On est avec David Guimès de PKF Arcelon. Alors, on va rappeler un peu que le bureau aménois de PKF Arcelon, c'est 45 collaborateurs professionnels qui accompagnent les dirigeants dans de multiples domaines, la comptabilité, l'audit, le social, le juridique, le conseil. Et toi, David, on va se tutoyer si tu le veux bien. Eh bien, tu es là aujourd'hui avec nous en ta qualité d'expert en gestion de patrimoine. Et tu vas ce matin nous sensibiliser aux enjeux d'une bonne stratégie patrimoniale. Alors, je ne vais pas spoiler, mais les gens, ça va les intéresser parce qu'il y a vraiment un contenu qui a été très bien ficelé avec des différentes phases, mais tu y viendras. Je te donne tout de suite la parole avec cette question. Pourquoi avoir une stratégie patrimoniale et quel en est l'intérêt? Alors, merci Bertrand. Je vais passer sur le slide. Bonjour à toutes et à tous. Très content d'être là pour une conférence sur un thème qui m'est cher depuis un certain nombre d'années. Et forcément, le format de la conférence ne prête pas à poser des questions, mais vous pourrez venir les poser sur notre stand, qui est le B20, à quelques mètres d'ici. Je me suis intéressé à ce domaine par une interpellation d'un client en 2000. Et depuis 2003, je me suis vraiment mis dessus, donc près de 20 ans d'expérience sur le domaine. Alors, pour répondre à cette question posée par Bertrand, en stratégie patrimoniale, l'essentiel, c'est déjà de savoir où vous voulez aller. La stratégie, c'est votre GPS. Vous utilisez votre GPS en voiture pour savoir où vous allez et c'est ce qui vous permet d'aller au bon endroit. La stratégie patrimoniale, ça va être celle qui va vous permettre d'aller vers la situation que vous désirez ou, dans d'autres cas, de vous éloigner de la situation que vous ne souhaitez plus. Il y a un deuxième élément, c'est également de vous préoccuper de la situation actuelle, de la situation dans laquelle vous êtes et avant l'apparition des symptômes. Alors j'aime à faire un parallèle avec le monde médical, puisque vous allez consulter un médecin quand vous avez des symptômes, il vous prescrit des remèdes, plus ou moins forts en fonction de l'état des symptômes. Et la question que j'ai envie de poser à ceux qui nous écoutent, c'est « Et pour votre patrimoine, comment savez-vous que vous avez des symptômes ?» Voilà, donc là on est capable après de vous aider à détecter ces sujets-là pour ensuite y apporter des réponses. Le troisième point pour l'enjeu d'une stratégie patrimoniale à ce niveau de la conférence, c'est mon retour d'expérience. En 20 ans d'accompagnement de dirigeants, de chefs d'entreprise, il y a toujours quelque chose à faire sur une situation pour un dirigeant. Est-ce que le régime matrimonial est le mieux adapté ou est toujours le mieux adapté à la situation? Est-ce que vous aurez les moyens financiers d'assurer votre niveau de vie une fois en retraite? Est-ce que vos héritiers auront également les moyens d'assumer les droits de succession qu'ils devront payer et qui pourraient arriver du jour au lendemain? Un accident peut-être arrivé à tout le monde, peut arriver à tout le monde. Et que se passerait-il également au niveau de votre entreprise si vous veniez à disparaître, notamment subitement? Tous ces sujets-là peuvent être intégrés dans cette stratégie patrimoniale par rapport à ces enjeux. Ok, alors je l'ai annoncé préalablement, tu nous as préparé quelque chose d'hyper bien ficelé, avec pas mal d'illustrations sur les 5 grandes étapes qui sont relatives à la vie d'un dirigeant et aux multiples questions qu'il peut se poser quant à la question de son patrimoine, c'est bien ça? Alors tout à fait. Donc on a au niveau d'un cycle de vie, on peut identifier 5 cycles ou 5 grandes phases que tout le monde va traverser. Pas forcément dans l'ordre qui est affiché, parce que certains seront peut-être concernés plutôt par un cycle de gestion que par un cycle de prévoyance, ou d'autres pourront revoir le cycle de prévoyance arriver un peu plus tard dans leur vie. Mais globalement, retenez qu'il y a ces 5 cycles qu'on va toujours retrouver. Un cycle qui porte sur la prévoyance, un cycle qui va porter sur tout ce qui est l'acquisition, la constitution du patrimoine, un cycle qui va partir ensuite sur la gestion de ce patrimoine, un autre cycle enfin, sur la partie retraite, et enfin les sujets de transmission. Chacun sera également plus ou moins sensible à certains sujets en fonction de ce qu'il a vécu, en fonction de sa situation et en fonction de la consistance du patrimoine. Alors, il serait trop long dans cette conférence de détailler tous les cycles, et l'option que j'ai retenue, c'était de parcourir la vie d'un dirigeant, qu'on va voir de 30 ans à 65 ans, à travers ces 5 cycles et avec les questions qu'il peut se poser à travers ces 5 cycles au niveau de sa vie. Eh bien, on est parti. Alors, je vais vous exposer la situation. Monsieur Paul Martin a 30 ans. Il est dirigeant de l'EURL Martin qu'il a créé
il y a 4 ans. Il est en couple avec Alice Pêcheur et ils ont un enfant, Tom, qui a 1 an. Ils sont locataires de leur résidence principale et Monsieur Martin donc se pose une question: comment protéger mes proches et en particulier mon conjoint? Alors, question tout à fait légitime et que se pose quand même pas mal de questions et qui est pourtant pas si simple que ça. Protéger mon conjoint. Alors, on pourrait rentrer dans des notions de sémantique, mais conjoint déjà, au niveau du code civil, ça précise, ça concerne l'époux ou l'épouse. Monsieur Martin n'est pas marié, donc déjà quand il parle de conjoint, il fait éventuellement un lapsus, puisqu'après on peut parler de partenaire de Pacs, compagnon, concubin. Il faut faire attention à ça. Ensuite, deuxième point, c'est que chacun a sa propre définition de ce qu'est la protection du conjoint. Est-ce que pour moi, protéger mon conjoint, c'est lui garantir qu'il aura toujours la résidence principale à disposition? Est-ce que c'est lui garantir qu'il aura un capital de X milliers d'euros ou X centaines de milliers d'euros à sa disposition? Ou, encore une fois, une rente à vie pour pouvoir subvenir à ses besoins? Et on voit bien qu'à travers déjà cette décomposition des questions, s'ouvrent derrière pas mal de situations différentes. Ensuite, chaque personne a son propre mode de vie. Certains vont vivre en mettant tout en commun, d'autres vont vivre en étant plutôt sur la partie de séparation. Il faut également l'intégrer pour pouvoir répondre à cette question-là. Mais comment M. Martin pourrait choisir la situation matrimoniale qu'il voudrait sans forcément en connaître les tenants, les aboutissants? Je conclurai sur cet élément-là que le mariage reste la meilleure des protections en matière de protection du conjoint, mais on ne va pas obliger tous les clients à dire vous voulez protéger votre conjoint, mariez-vous. Donc dans ces cas-là, on va trouver d'autres solutions pour répondre à leurs questions. Donc maintenant à la phase dite d'acquisition. Donc on va retrouver M. Martin quelques années plus tard, il a 40 ans, il est marié en séparation de biens avec Alice Pêcheur. Il a 2 enfants maintenant, il y a Tom, 11 ans, et Lise qui a 5 ans. Ils sont propriétaires de la résidence principale qu'ils ont acheté 300 000 euros avec un financement sur 20 ans et des revenus de couple qui sont de 48 000 euros net. Le problème, M. Martin aimerait acquérir ces locaux professionnels et il se demande comment acquérir ce bien, sachant qu'on parle de 250 mètres carrés de bureau pour 500 000 euros avec un loyer de 40 000 euros. Effectivement, alors là encore, une question assez fréquente chez les clients et dirigeants, le sujet de l'acquisition des locaux professionnels. Je dirais qu'il n'y a pas une semaine où j'ai un client qui me pose cette question-là, de près ou de loin, sur l'élément. La question est également complexe, parce que j'ai énormément d'incidences sur ce sujet de l'acquisition des locaux professionnels. Je vais avoir un premier niveau qui est déjà l'aspect trésorerie. Est-ce que les loyers que je peux envisager sur les locaux peuvent couvrir le financement et couvrir les différentes dépenses? Donc ça, c'est déjà un élément qu'il faut pouvoir apprécier, c'est le volet financier. Ensuite, j'ai la conséquence fiscale. Dès lors que je vais avoir une structure sur laquelle je vais louer, ça va me générer des revenus complémentaires. Ces revenus, dans quelle catégorie vont-ils être imposés? Est-ce que M. Martin aurait les moyens de verser l'imposition qui concerne ces revenus? C'est des éléments assez significatifs. Au cas présent, en fait, quand on parle d'un loyer de 40 000 euros sur le sujet, on est sur une rentabilité de 8% qui est cohérente avec un marché, notamment le marché local. On va générer, dans ce cas-là, 30 000 euros de revenus fonciers, c'est-à-dire, dans la situation de M. Martin, 14 000 euros d'imposition supplémentaire. Il faut quand même l'intégrer pour se dire, est-ce que dans le budget, ça passe pas, et c'est un élément. Dernier volet également pour traiter ce genre de questions, le volet civil. Monsieur Martin, il peut acheter, lui, tout seul, ses bureaux. Il peut les acheter avec madame, il peut les acheter en disant je veux les mettre aux enfants, je veux faire une SCI, je veux faire autre chose. Et là, il faut qu'on intègre par rapport à son mode de vie dont on parlait juste avant dans la phase de prévoyance, également ce sujet-là sur comment il veut acheter pour trouver, encore une fois, la meilleure réponse possible à, non pas la question, mais sa question par rapport à sa situation. Merci David. Monsieur Martin a désormais 47 ans, on passe en phase de gestion. La situation de famille est inchangée, il est toujours marié à Alice avec 2 enfants, Tom et Lise. Ils sont propriétaires de la résidence principale. Locaux professionnels acquis par une SCI avec option IS. Madame a hérité de biens immobiliers locatifs, habitation, l'année dernière, et ses revenus complémentaires ont conduit à une forte
augmentation des impôts. Dommage. Un appartement à Paris de 70 mètres carrés, d'une valeur de 600 000 euros, avec un loyer de 1 500 euros par mois, et un studio de 20 mètres carrés sur Amiens, d'une valeur de 70 000 euros, avec un loyer de 400 euros par mois. Monsieur Martin, qui se pose toujours des questions, il se pose la question de savoir pourquoi ne pas investir dans un régime de défiscalisation pour limiter l'imposition des revenus. Alors, encore une fois, Monsieur Martin, il se pose une très très bonne question qui est courante. J'ai un patrimoine qui continue d'augmenter et là, madame, les parents décèdent, lui transmettent un héritage. Et cet héritage, il a une incidence puisque ça va générer 20 000 euros de revenus fonciers supplémentaires, soit presque 10 000 euros d'imposition supplémentaire. Et donc par rapport à ça, l'héritage, ils le reçoivent, ils n'ont pas pu forcément anticiper. Ils voient l'avis d'imposition arriver, ils se disent « Ah ouais, on commence à payer trop d'impôts, on va faire de la défisque ». Qui est une question et une réaction, je dirais, qu'on peut qualifier de normale par rapport au sujet et à la question. Mais on ne peut pas répondre juste au sujet de la défisque sans avoir une analyse parfaite de la situation de M. Martin et notamment de dire qu'est-ce qui constitue aujourd'hui les revenus du foyer fiscal de M. Martin et en particulier quelle est l'incidence de ces nouveaux biens qui sont arrivés. Et est-ce qu'il faut les conserver? En l'occurrence, l'appartement de Paris, il n'affiche qu'une rentabilité brute de 3%, ce qui fait une rentabilité nette après les impositions de 1,60. Et sans même compter une vacance locative ou des travaux à réaliser. Est-ce que l'enjeu en vaut la chandelle? La question vaut le coup d'être posée, et dans ces cas-là, avec chaque client, de dire est-ce qu'il faut conserver le bien et en subir effectivement certains inconvénients, ou au contraire le vendre, mais si je le vends, je limite du coup l'imposition parce que j'ai enlevé un revenu imposable, et on peut après également utiliser l'argent dans d'autres éléments. Donc il y a quelques questions que vous devez vous poser avant d'envisager comme ça juste des investissements de défiscalisation. C'est quels sont vos revenus au niveau du foyer? Comment sont-ils imposés? Quel est votre revenu disponible après l'impôt? Est-ce que ce revenu est suffisant, pas suffisant? Autrement dit, est-ce que vous avez un excédent de trésorerie à la fin du mois ou à la fin de l'année par rapport entre vos revenus et vos dépenses? Comment se décompose l'imposition? Ça, c'est vraiment l'élément très très important. Et en matière immobilière, quelle est la rentabilité réelle de vos biens? Moi, ce que je constate vis-à-vis de clients, c'est qu'on a souvent les gens qui font des acquisitions. Revendre ce que j'ai acheté, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, il y a un moment où il faut savoir revendre pour pouvoir réinvestir et réorganiser le patrimoine, toujours pour répondre aux besoins qui sont ceux de chaque client. Très bien. La suite pour Monsieur Martin qui passe, après la phase de gestion, en phase de retraite. On retrouve donc Monsieur Martin quelques années plus tard, 56 ans, Tom a 27 ans, Lise en a 21. Toujours marié, en séparation de biens, toujours propriétaire de la résidence principale, les locaux professionnels acquis par une SCI avec option IS, et puis l'appartement de Paris qui a été revendu. Le studio d'Amiens, par contre, conservé. Donc M. Martin s'inquiète maintenant de son niveau de retraite. Et il se demande comment il va pouvoir maintenir son niveau de vie une fois à la retraite. Alors effectivement, alors là c'est des questions qu'on a souvent, et notamment en ce moment. On a un vieillissement de la population, on a parlé beaucoup de réforme des retraites, je dirais dans le domaine public depuis quelques mois, quelques années. Et donc du coup, les dirigeants commencent à s'en préoccuper. Alors c'est pas inintéressant parce que on va voir dans l'exemple qui est ici, c'est que le premier sujet, c'est de dire quels seront mes revenus en retraite. Ça, c'est le premier sujet. Et là, je prends le cas, alors c'est un cas illustratif, bien évidemment, mais il faudrait le faire sur chaque client et chaque situation. Monsieur Martin, il a ses revenus de gérant TNS, il a le revenu de salaire de madame, ils ont également des dividendes, ce qui leur fait un revenu avant imposition annuelle de 95 000 euros. Eh bien, en retraite, ils vont se retrouver avec un revenu avant imposition de 33 000 euros. Ça veut dire que j'ai une déperdition de revenus dans le cas présent de 62 000 euros. Ce qui est quand même juste très très important au niveau des montants. Les revenus en retraite ne vont représenter que 35% du revenu actuel du foyer.
Alors si on tient compte de l'imposition, le différentiel de revenus sera de 47 000. Pourquoi? Parce que comme ils vont gagner moins, ils paieront moins d'impôts. C'est un petit peu le côté positif de la nouvelle. Mais n'empêche qu'il y a quand même un différentiel à constituer. Et si je dois constituer un revenu complémentaire de 45 000 € par an pour continuer à subvenir à mon niveau de vie, eh ben, il me faut un capital de 900 000 € si je veux le consommer, le capital, sur 20 ans. Et il me faut un capital de plus de 2 millions d'euros placé à 2% pour pouvoir vivre des intérêts. Ce qui veut dire que le sujet, il vaut mieux s'en préoccuper parce qu'il y a quand même un élément. Et en disant, si là, ils n'avaient pas mis quelque chose de côté ou ils n'avaient pas un peu de bien dans leur patrimoine, ça serait compliqué à reconstituer au niveau du revenu parce que 9 ans avant la retraite, c'est un peu tard pour s'en occuper. Donc n'hésitez pas, n'attendez pas d'être juste à l'âge de la retraite. Faites faire des simulations sur quels vont être je dirais, les revenus, quelle en sera également l'imposition. Est-ce que ces revenus seront suffisants, pas suffisants? Comment vous envisagez votre espérance de vie? Est-ce que vous l'envisagez selon les normes statistiques ou plus long parce que dans la famille, tout le monde est centenaire et que vous savez que vous allez être dans cette trajectoire-là? Parce que ça veut dire 30 ans de plus ou 20 ans de plus de revenus à conserver si je vis plus longtemps. Et ensuite, quelles sont les solutions qui seront envisageables pour répondre encore une fois à cette question-là? Et ne vous précipitez pas en disant oui, je vais faire un versement sur un plan d'épargne retraite parce que c'est pas répondre à la question. Moi, j'ai un client l'année dernière, mi-décembre, qui m'appelle. Je lui dis à part faire pile ou face, je peux pas répondre professionnellement à la question qu'il pose. Ouais, il y a vraiment une importance dans l'anticipation. On est maintenant sur la dernière phase, la phase de transition. Monsieur Martin, il a maintenant 65 ans, il est jeune et heureux retraité. Alors malgré toutes les questions qu'il s'est posées, il est encore heureux et c'est très bien. Toujours marié en séparation de biens, propriétaire de la résidence principale, locaux professionnels acquis par une SCI avec option IS. Studio locatif d'Amiens. Alors Tom, 36 ans, et Lise, 30 ans, n'habitent plus avec eux. Ils sont partis du domicile. Et monsieur et madame Martin sont désormais grands-parents. Monsieur Martin, eh bien, il aimerait que sa fille, Lise, il voudrait l'aider à acheter sa résidence principale et donc il envisage de lui donner 200 000 €. Comment faire? Alors, monsieur Martin, il a la chance d'avoir le capital et le patrimoine pour pouvoir le faire. Et l'une des questions essentielles, c'est de dire qui va donner. Parce qu'on va voir juste dans l'exemple que je vais faire défiler que si c'est monsieur Martin qui donne lui tout seul les 200 000 €, je vais me retrouver avec 18 000 € de droits de donation. Ce qui veut dire que monsieur Martin, il va devoir aller chercher une enveloppe de 218 000 € pour que sa fille puisse percevoir 200 000. Dans le deuxième cas que j'ai illustré ici, si la donation est répartie égalitairement entre monsieur Martin et madame Martin, on se rend compte que dans cette situation, nous n'avons pas de droit de donation. Donc ça veut dire que j'aurais toujours donné 200 000 à la fille, on l'aura toujours aidé à pouvoir acheter sa résidence principale, mais j'ai quand même 9% d'écart en rentabilité. Donc on peut chercher en disant je voudrais de l'assurance vie qui aujourd'hui fasse 4. Il y a peut-être d'autres sujets sur lesquels on peut aller chercher des effets de levier financier et tout en sécurisant le sujet. Alors ça, c'est le calcul financier de l'aspect donation. Mais il y a quand même quelques questions à se poser derrière ça. Quelle est la nature de ce qui va être donné? Là, j'ai pris l'exemple d'un cas où on va donner une somme d'argent. Mais je pourrais donner un appartement. Je pourrais donner et en pleine propriété ou en nue propriété. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de donner à mes enfants? Qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre? Est-ce que les biens que je vais donner sont des biens communs ou des biens propres? Si on reprend l'exemple juste avant, on a vu que madame Martin avait hérité et qu'elle avait toujours le studio qu'elle avait hérité. Bah, ce studio est un bien propre. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, la donation, si madame devait donner le studio, ça ne serait que elle qui pourrait donner, et pas les deux. Donc il faut bien connaître également votre situation patrimoniale pour pouvoir envisager quelle trajectoire on va aller chercher derrière. Ensuite, est-ce qu'on va être sur une donation dite simple, c'est-à-dire en avance de part successorale, je fais une simple avance sur ma succession future, ou est-ce que je vais être dans le cadre d'une donation partage? Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il faut être capable de le poser
généralement en relation avec le notaire des clients, et là on travaille de main dans la main avec les notaires. Est-ce qu'il s'agit d'une vraie donation ou plutôt d'un prêt d'argent temporaire? Parce que Lise, peut-être là, elle aurait juste besoin d'avoir ça parce qu'elle avait quelque chose, qu'elle allait le vendre et qu'en attendant la vente, c'est-à-dire plutôt que d'avoir un prêt relais par exemple à la banque, bah, les parents font une avance. Dans ce cas-là, je ne suis pas forcément dans de la donation. Mais si je ne formalise pas juridiquement pour acter que c'est un prêt et que les parents venaient à décéder entre-temps, ça serait requalifié comme étant une donation, créant probablement un problème d'équité avec son frère, qui lui n'a rien reçu. Donc ça, il faut également l'intégrer. On a aujourd'hui de plus en plus de familles recomposées dans lesquelles la gestion de la succession, de la transmission est particulièrement complexe. Quels sont après les abattements qu'on peut appliquer? Ça, c'est un élément. Et dernier élément à intégrer, quelle est la situation matrimoniale des enfants également? Est-ce que la fille, elle est célibataire? Est-ce qu'elle est mariée? Parce que ça pourra avoir des enjeux. Est-ce qu'elle a elle-même des enfants? Ça peut avoir des enjeux sur ce que je donne. Très bien. Alors David, après avoir déroulé la vie de monsieur et madame Martin dans les grands axes, quelles conclusions on peut apporter et quelle aura donc été la bonne stratégie patrimoniale? Alors je me doute qu'il n'y en a pas qu'une, bien évidemment. Tout à fait, Bertrand. Alors déjà, l'élément, et c'était le pourquoi je voulais le présenter de cette façon-là, c'était pour que ceux qui écoutent, ceux qui écouteront en ligne sur les réseaux sociaux, ceux qui pourront revisionner la conférence plus tard, comprennent qu'il n'y a pas une question simple en matière patrimoniale, mais qu'il y a des questions et qui nécessitent à chaque fois une vraie étude, et une étude objective et indépendante. Ça, c'est un élément qui est essentiel. Et ensuite, la bonne stratégie patrimoniale, bah, comme je l'ai écrit là, c'est finalement celle qui correspond le mieux à vos objectifs, pas ceux de votre voisin, pas ceux de vos parents, les vôtres, qui correspond également à votre situation et à vos moyens. Je peux avoir envie d'aider mes enfants, mais est-ce que j'ai les moyens de me démunir pour aider mes enfants? Est-ce que j'ai envie demain, si jamais j'ai un problème de santé, si je dois aller dans un établissement médicalisé, d'être dépendant finalement des ressources financières de mes enfants? Ou pas? Et ça, ça peut se mesurer en fonction des consistances du patrimoine. Et également qui intègre votre sensibilité au risque. Tous les rendements aujourd'hui intègrent une part de risque. Prendre des placements sur des rendements et sur des éléments qui vous disent oui, ça va faire du 5%, il n'y a pas de risque. Aujourd'hui, le taux des obligations d'État, il est à 0. Tout rendement positif affiché intègre un risque. C'est mécanique. Donc ça, c'est des éléments importants. Ensuite, alors, pour ceux qui sont en ligne, je vous montre, j'ai réalisé un flyer que tout le monde pourra venir chercher sur le stand, sur lequel, du coup, vous avez les enjeux d'une bonne stratégie patrimoniale et dans lequel je vous ai indiqué les 10 règles pour une bonne stratégie patrimoniale. Et je suis à votre disposition, je serai sur le salon toute la journée pour répondre à vos questions et pouvoir, du coup, vous éclairer pour vos situations respectives. Merci à tous. Eh bien, merci David, merci pour l'excellence de cette présentation. Et puis, tu n'es pas venu les mains vides, donc allez-y. Hein. Vous pouvez retrouver la société de David PKF Arcelon. C'est sur le stand B20 du Salon Business Expo.